Donc je suis à Bègle, dans la maison historique, enfin ça fait très longtemps que vous êtes là. Donc jusqu'à présent c'était toujours une adresse sur une feuille de papier, sur une enveloppe, et cette fois-ci je suis réellement sur place. J'aime bien être sur place, j'aime bien voir les choses dans leur réalité. Donc je suis avec M. Duperron, Georges Duperron, qui est une vieille connaissance de 1976, je crois. Enfin, vous vous souvenez comment on s'est rencontrés? Vous avez une vague idée? Vous étiez au Gérard à l'époque? C'est en 1974, je crois. Oui. Comment on s'est rencontrés, vous vous souvenez? On prépare des conférences. Oui. Voilà, d'accord, oui. Vous-même m'avez invité, d'autres invitations aussi que j'ai vues, aussi bien de Charvet que de... Oui. Voilà. Donc effectivement, vous étiez venu, vous avez participé, vous vous souvenez de Dominique Devy? Oui. De Reims, vous étiez les deux vice-présidents avec lequel je suis toujours en contact d'ailleurs. Ah bon? Oui, oui, j'ai son adresse et tout. Ah ben, il m'avait téléphoné, mais il ne m'a pas donné son adresse. Oui, alors donc, moi j'ai pas son adresse, j'ai son adresse mail par internet. Ah, oui, enfin, bon, maintenant on connaît l'adresse des gens par internet, on ne sait pas forcément où ils habitent, ce n'est pas le sujet. Et donc, M. Duperron et M. Devy, en 1976, avaient été mes deux lieutenants, si on peut dire. L'un qui venait de Reims, l'autre qui venait de Bordeaux, voilà, ça nous ramène à des vieilles affaires d'il y a plus de 30 ans. Et écoutez, on va directement. Alors, donc, je vous ai consacré une notice assez longue dans mon guide des astrologues. Et vous-même, vous pouvez la voir si vous voulez. Voilà, tout ce que j'écris sur votre mari. Et on va commencer de plein pied par votre position actuelle par rapport à l'astrologie, vos réticences, votre mise à distance un petit peu. Comment ça s'est déclenché? Ma réticence, c'est de voir, par exemple, que un astrologue de mon rang, comme Dan Martin, qui a donné les prévisions exactes, s'est toujours plongé dans des prévisions complètement erronées à côté de la plaque quand il s'agissait de travailler sur les questions d'élection de président de la République. Que ce soit pour les États-Unis, que ce soit pour la France. Pour les États-Unis, Al Gore, il devait passer à la place de Bush. On a vu le contraire. Oui. En France, en 1997, lorsqu'il y a eu l'élection pour le président de la République, c'était Jospin qui devait passer. Dans le beau, c'est pas Jospin qui est passé. Non. C'est Chirac. Bis repetita, 2002, dans un numéro d'Astre, puis le désastre plutôt, Monsieur Dan Martin, dans le numéro de septembre 2001, affirme que Chirac n'a aucune chance. Et Jospin passe sur la main. Il a pas. En 2002, il a passé, oui, bien sûr, il y a eu l'affaire de. Il a passé en dessous, avec la barre. Oui, voilà. Il y a eu Le Pen cette année. Alors, des erreurs comme ça, pour un gars qui se veut, qui gonfle les pectoraux, qui reçoit un gourou, et qui dit que il n'y a que de faux interprètes, alors à ce moment-là, il prêche pour lui. Bien sûr. Et moi, ça m'a révolté. Si bien que j'ai pris le téléphone, et je lui ai téléphoné pour lui dire ce qu'il avait sur la patate. Oui. Il m'a dit, mais monsieur Perron, j'ai bien le droit de me tromper. Ah oui. Ah, je conteste pas ce droit. Et je vous conteste de le répercuter comme ça devant tout le monde, surtout dans les organismes officiels, que ce soit dans la presse écrite ou parlée. Parce que ceux qui sont à côté, qui n'aiment pas l'astrologie et les astrologues, Ah oui. qu'est-ce qu'ils en pensent? Ça n'arrange pas les choses. Non, ça ne marche pas. Oui. Ensuite, je vois que dans les théories des uns des autres, il n'y a pas de classicisme pur. Oui.
ils ont parti du principe qu'il y avait des tas de gens qui ont écrit aspect de soleil à la lune, Mercure, etc. Après, c'est à la lune, Mercure. Mais jamais de définir, d'avoir l'idée de définir la planète qui aspecte et celle qui est aspectée. Or, moi, justement, si j'ai fait des résultats probants, tant en astrologie météorologique que ordinaire, politique, géologique, c'est que je tiens compte de ça. Parce que je me suis aperçu que quand je faisais de l'astrométéorologie, Mars, Vénus, bon, c'est Mars-Vénus, il va faire beau. Malgré trop, il prenait comme ça qu'il puisse. Alors, résultat du tour, j'ai dit, mais non, c'est comme ça, c'est que Vénus aspecte Mars. Et quand j'ai eu des occasions comme ça, où Vénus aspecte Mars, je ne me suis jamais trompé. D'ailleurs, dans un livre, numéro 115, de l'astrologue de Barbeau, Oui. qui relate mon livre, il relate un épisode qui remonte dans les années 60, bien avant que j'aille en Alsace, où il y avait Interville qui devait se jouer avec Jean Mestras. Et à l'époque, je faisais partie d'une association astrométéorologique, mais pas au niveau que j'ai mené. Et dont le directeur, le monsieur Duchâtel, contrôlait les prévisions des uns et des autres sur le temps. Alors il y avait Kirby Lippens, Kirby, je ne sais pas comment j'appelle, Paul Boucher, et puis moi. Il y en avait quatre. Eh bien, et puis Barbeau aussi, puisqu'il faisait partie du chose. Et il disait seulement, face aux officiels, Georges Duperron m'avait toujours juste. Donc, il reconnaissait que ma méthode était bonne. Parce que son premier livre à Barbeau, en 1948, c'était l'astrologie météorologique. Oui, mais c'était un embryon. Oui, voilà, c'est ça. Pas... Vous vous souvenez quand vous étiez venu à Tours, il y avait un congrès avec des scientifiques de chronobiologie, là, vous étiez intervenu à ce moment-là. Oui, donc, mais l'astrométéorologie, moi, ça m'a toujours... c'est vrai que ça demande c'est le problème de la localisation. Oui, bien sûr. Parce que le climat, il change d'un endroit à l'autre. C'est sûr. C'est ça qui pose problème. Et alors, justement, ce monsieur Adam Martin, quand je lui ai signifié ça, il me dit, oh, mais vous m'avez envoyé aussi des prévisions qui sont fausses. Je dis, comment les prévisions qui sont fausses? Oui, pour en février 91, vous avez annoncé tempête. Ah, je dis, non, monsieur, je reste. Ce que je vous ai annoncé, c'est Périgée en pleine lune. Et si vous aviez regardé mon livre, vous auriez vu que dans la page 87 à 91, j'explique pourquoi certaines Périgées en pleine lune ne donnent pas lieu à la tempête. C'est un repère. Les dates que j'ai données jusqu'en 2007-49, c'est des dates de repère. Mais pour savoir s'il y a tempête ou non, il faut étudier la carte de lunaison. Pleine lune ou de nouvelle lune. Pour préciser. Ben, c'est là. Et voir s'il y a d'autres indications concomitantes jouant dans le même secteur. Pourquoi j'ai réussi ma prévision en 1981, quand j'ai écrit à ses comptes de journaliste de Sud-Ouest, bien 15 jours avant, que le 11 décembre, pardon, 1981, il allait y avoir une tempête suivie de vastes inondations dans toute l'Aquitaine. Et il a fallu que j'attende le lendemain 12 décembre pour qu'on me téléphone pour demander une interview. Non mais, c'est sérieux. Si j'avais pas m'étais basé simplement sur Périgée en pleine lune, pas de tempête. Puis ça j'ai étudié la carte. Mais où est-ce que j'aurais plongé? J'avais aucune certitude. Alors, pour revenir, vous pouvez nous expliquer, enfin, à nos personnes qui nous écoutent, vos méthodes pour l'astrologie, l'astrométéorologie. Vous utilisez toutes les planètes
enfin, il y a le Soleil et la Lune jouent un rôle important, mais complété par les autres planètes. Et pas par la Lune, oui, c'est pour les aspects. Par les aspects, toutes les planètes en fait. Ah, mais bien sûr, les planètes qui sont perturbatrices au niveau des cyclones et des anticyclones, des masses dépressionnaires. Il y a l'astrologie est conçue d'une façon formidable. On sait qu'il y a des signes masculins et féminins. Eh bien, en astrométrologie, les signes féminins sont dépressionnaires. Les signes masculins sont anticycloniques. Partant de là, il est facile d'analyser les planètes qui sont fortes, planètes anticycloniques et ou dépressionnaires, les plus fortes. Et de trancher, de dire, bon, les plus fortes dominent. Si c'est les dépressionnaires, ben, c'est le mauvais temps, etc. Si c'est les anticycloniques, ben, c'est le beau temps. Et jusqu'à maintenant, les dépressionnaires ont certifié ce principe-là. Et nous allons, à partir du 21 mai, vers des choses anticycloniques, chaudes. Même roi, on ne peut pas se baser uniquement sur un phénomène, mais sur l'ensemble. Alors le langage de l'astrométéorologie, qu'est-ce qu'on peut arriver comme... C'est des prévisions relativement simples au niveau de la formulation. Ah, mais bien sûr. C'est-à-dire il faut connaître bien l'influence des planètes. Non, mais je veux dire, pouvez-vous me donner des exemples de choses qu'on peut annoncer? Ah oui, bien sûr. Et comment on les annonce? Comment formule-t-on le pronostic? Ben, d'abord, il faut qu'on soit sollicité pour formuler un pronostic. Moi, si on me demande quel temps fera-t-il entre le 21 mars 2016 et le 20 juin, je suis incapable de vous le dire, il faut que je travaille dessus. Comme je vous dis, c'est de voir les planètes fortes, qu'elles soient anticycloniques ou dépressionnaires. C'est un équilibre entre ces deux forces. Non, mais par exemple, ma question était relativement simple, c'était qu'est-ce qu'on peut annoncer, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, d'une période dans un endroit. Jusqu'à quel degré de précision, du temps. Jusqu'à quel degré de précision peut-on arriver? La physionomie du temps, l'humidité de l'air, etc. J'ai indiqué dans mon livre toutes les... Et qu'est-ce qui différencie de vos performances de celles qu'on voit à la télévision, les prévisions météorologiques? Est-ce que ça se recoupe ou est-ce que c'est plus pointu, plus puissant? Comment ça se passe? C'est-à-dire, il y a le bois à manger là. Disons que la météorologie, elle ne peut aller dans les pronostics fiables que 5-6 jours maximum. Ça s'est amélioré depuis l'époque où vous en faisiez? Oui, bien sûr. Mais enfin, maintenant, avec les gens, ceux qui l'envoient, ça s'améliore. Mais enfin, c'est toujours latent. Tandis que l'astrométéorologie voit d'hommes plus loin. Vous me demanderez le temps qu'il fait en 2060, je peux le faire. Oui. Je veux dire la physionomie du temps. Maintenant, pour l'affinage, pour les précisions, il est évident que seule la météorologie peut, pour la périodicité, examiner les choses et voir l'évolution en plus ou en moins. Parce qu'il y a quand même une interaction d'une région à l'autre. Comme ce qui se passe dans une région, ça va jouer sur une région suivante. Bien sûr, mais chaque région a déjà des thèmes différents. Vous pouvez avoir une région avec, mettons, une maison 4 en Gémeaux, et l'autre en Cancer, même en Lion. C'est ça, c'est par rapport au thème de la région. Voilà. Que vous dressez par rapport à une heure donnée. Voilà. Mais alors c'est ça, vous dressez d'après quoi? D'après l'ingrès, d'après la lunaison? D'après la lunaison. De l'endroit, la pleine lune, nouvelle lune. Oui. Et c'est en partant de là qu'on peut y mettre... comment vos travaux ont été reçus par disons, je parle pas par les gens qui travaillent justement dans ce domaine un peu de la chronobiologie, enfin de tout ce qui concerne, il y a quand même des non-astrologues qui s'intéressent à ces questions sous-astronomiques, comme je vous disais, on vous en avait rencontré à Tours et à d'autres endroits, des gens qui
qui essaie de montrer qu'il y a un rapport entre certains phénomènes cosmiques et comment s'appelle ces gens-là, des chronobiologistes. Oui, oui. Madame, comment s'appelle cette dame belge? Vous vous souvenez cette dame belge, Boutmy? Je vois. Et elle est morte, non? Oui, une dame âgée qu'on avait rencontrée justement. Oui. Elle s'était passionnée, elle n'était pas astrologue, mais elle était passionnée par ces questions. Je me rappelle plus Oui. son nom. Non, mais vous avez parfois rencontré ces gens-là qui s'intéressent à ces questions Oui, ben sans être astrologue, sans utiliser la j'ai quand même eu 4 élèves jusqu'à maintenant, dans l'astrométéorologie. Bon, seulement, il y en a qui sont à Paris, l'autre dans le Midi, dans le Sud-Est. Ils n'ont pas toujours et puis ils travaillent, c'est pas régulier, mais enfin, régulièrement, ils me consultent pour voir leur avance, leur idée. Mais alors, ce que je voulais dire, c'est que justement, l'astrométéorologie permet d'avoir une vision physionomique du temps et qui ne peut être affinée qu'au moment voulu par la météo. Voilà, ça c'est très juste. Oui. Donc, pour moi, l'astrométéorologie serait complémentaire pour une prévision à long terme, Oui. alors que la météorologie, c'est à court terme. Oui. Je regrette. Donc vous êtes vous-même météorologue par ailleurs, vous avez la moyenne, vous pouvez compléter votre travail astrologique par la météorologie. Ah, bien sûr. Oui. Ah, bien sûr. Je ne sais pas si vous y étiez, c'était à Paris ou à Lyon, je ne me rappelle plus, Oui. dans une conférence, et justement, on parlait de l'astrométéorologie, et il y a une dame qui me présente la carte de sa fille. Elle me dit, Monsieur Perron, qu'est-ce que vous pensez de cette carte? Et elle me dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors je regarde la carte, il n'y a rien de sensationnel, et puis en mettant en jeu mon déclic météorologique, on me dit, mais c'est pas possible. Le 1er mai. Alors elle me regarde, et qu'est-ce que vous voyez? Je dis, mais il y a eu de la neige. Oh, elle me dit, vous avez raison. Elle était étouffée. Ouais. Il y avait de la neige. Et moi-même, j'étais étonné parce que c'est ça. Mais qu'est-ce qui vous a incité à vous intéresser à ce domaine particulier, un peu particulier quand même de la Eh bien, justement, parce que j'ai été contacté en 61 par ce monsieur Duchâtel qui avait fait un groupe d'astro-recherche, plutôt météorologique, avec Kurt Jürgen, Vipens, Paul Boucher, l'abbé Bergen, de Tours, d'Orléans, je sais pas. Vous aviez cité Barbeau tout à l'heure. Oui. Et puis Barbeau qui... Donc ça a été fait, c'était ce monsieur Duchâtel qui avait contacté ces spécialistes, et il les avait rassemblés, Oui. réunis, à Paris ou ailleurs, ou à Strasbourg? Non, mais par correspondance. Ah, par correspondance, c'est ça. Et donc, chacun, vous aviez été mis en compétition en quelque sorte? Alors, moi je m'intéressais quand même au temps parce que c'était... C'était en 61, c'est ça? Oui. En 61, j'ai été intéressé par ça. Mais pourquoi mais au moment où vous en avez parlé, vous étiez déjà intéressé ou c'est lui qui vous a intéressé? Ah non, c'est ça, la recherche qui m'a intéressé. Oui. Parce que ça a été un tremplin pour rechercher. Vous aviez 32 ans à l'époque. Ouais, Oui. c'est ça. Donc ça vous a incité, c'est un... Et alors, alors parallèlement, alors est-ce que vos travaux comment vous pourriez comparer vos travaux en astrométéorologie et vos travaux concernant justement la politique, les élections? C'est une autre façon de travailler. Là, c'est compte aussi du terrain. C'est une autre branche. Hein. Oui. D'abord, il faut considérer que les planètes qui sont pratiquement expressives de politique, Saturne, Jupiter-Saturne, c'est la droite. Saturne-Uranus,
c'est plutôt communiste. Oui. Saturne-Neptune, socialiste. Et voir dans le moment d'une élection quelconque, ce que j'appelle le thème porteur, c'est-à-dire le thème où il y a l'une ou l'autre de ces configurations dans le thème. Et voir également le thème par lui-même, la possibilité de diriger un pays, d'en être élu, la faculté, la part de chance et la part du populaire par la lutte. Et de l'ensemble, on dégage des lignes de force. Mais on ne fait pas, comme certains, les directions, où on n'interprète pas, comme certains l'ont fait. Par exemple, Jospin, en je ne sais pas quelle année, en 97, je crois, oui, il y avait Jupiter qui était dans le cancer en conjonction du soleil. Il a gagné les élections cette année. Il a gagné les élections législatives en 97. Qui? Jospin. Non. Mais si, puisque c'est là qu'il y a eu la dissolution de Oui, l'Assemblée par il a gagné, non, mais parce que oui, l'autre avait dissous l'Assemblée, quoi. Ou alors c'était en 2000. Je voyais en 2005. En 2002, il a perdu les élections. Quand c'est que Jupiter est passé. Les allemandes. Ah oui, Jupiter était en cancer, c'est ça. C'est en 2002. Quand il a échoué à la présidentielle. Et il y a beaucoup d'astrologues, donc notamment Dan Martin, qui a vu Jupiter la chance, il va passer au la main. C'est ça. Mais langue de peau, c'est qu'il faut regarder où était Jupiter dans le thème natal. Oui. C'est le thème natal qui parle. Oui. Et il était au Capricorne, qui est son signe de chute. Oui. Et moi, justement, si vous voyez Madame Bétaillon, elle vous dira que j'avais confirmé que c'était Chirac qui serait élu et que Jospin ne pouvait pas se faire. Ah, mais je la vois ce soir, de toute façon, ce soir et demain. Hein? Je la vois tout à l'heure. Oui. Vous pouvez lui demander confirmation. Parce que j'ai interprété le fait que Jupiter, donc, en exaltation, il allait développer avec force, donc la force, la exaltation, c'est la force. Hein. Tout ce que il disait au départ du thème, c'est-à-dire et la chute, alors, pour moi, il va prendre un sacré bouillon. Alors justement, j'ai une question à vous poser, parce que vous êtes quand même dans l'astrométéorologie. Comment expliquez-vous l'influence des planètes au niveau météorologique, mais aussi au niveau politique et psychologique? C'est des énergies, c'est quoi exactement ça? Comment cette relation, vous qui êtes scientifique, comment cette relation entre l'homme et les astres s'est-elle mise en place? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que c'est quoi le facteur, le vecteur qui nous relie aux astres? C'est le principe de la pesanteur, qu'elle soit terrestre ou extraterrestre. On sait par exemple que l'action combinée du Soleil et de la Lune procure les marées. Oui. Or, les marées, c'est des masses d'eau énormes. Que sommes nous, petits insectes humains, face à ces monticules de masse? Pour le Soleil et la Lune, on comprend, mais pour les autres planètes, c'est moins. Eh bien oui, mais pour les autres planètes, elles envoient des rayons, aussi bien au Soleil qu'à la Lune. Et la Lune, contrairement à une opinion, n'est pas une planète, c'est un satellite. Elle n'aspecte jamais, où qu'elle soit dans le thème, elle n'aspecte jamais une autre planète. Elle est toujours aspectée par la planète qui renvoie à la Terre. Elle est un miroir. Alors, lorsqu'il y a des aspects sur la Lune, par Uranus ou Neptune, eh bien, les eaux, je ne vous dis pas le contraire. Ça tombe.
Donc la pesanteur, c'est ça C'est ça la pesanteur. Et donc il y a une interaction, on est de l'espace, comme disait le pauvre Henri, voilà, Hubert, on est des poussières des étoiles. Et c'est vrai. Oui. Et donc on a un mouvement, nous-mêmes, notre corps, il est composé de quoi? De tous les éléments qui constituent la plupart des planètes. Oui. Et comment, à votre avis, les anciens ont-ils découvert les significations des différentes planètes? Qu'est-ce qu'ils avaient comme moyen, comme méthode de travail, à votre avis? Pour savoir que telle planète agissait de telle façon. Voilà, ils notaient sur les tablettes, le Soleil est à tel degré, donc ça fait ceci. Soleil est à la Lune, ceci. Et ils ont vu l'action, ils ont décelé, pas vu parce que ça ne se voit pas, ils ont décelé l'action individuelle des planètes. Et puis ils en ont fait une codification qui a permis à des générations d'astrologues de faire des prévisions remarquables. Comme le cardinal Dailly, qui a... Oui. 1789, il a annoncé la Révolution française. Oui, il était fort. Mais à votre avis, si on prend l'astrologie mondiale, l'astrologie individuelle, on peut comprendre que ça agit à travers le corps humain, mais l'astrologie mondiale, ça agit comment sur nous? L'événement, il est provoqué de quelle façon? L'événement est provoqué par une constitution universelle, une grèce, l'unison. Parce qu'à ce moment-là, il ne s'agit pas d'un destin individuel, mais collectif, qui est soumis à un ensemble collectif. Ce que l'on appelle les planètes collectives, qui sont Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, même Jupiter, toutes ces planètes-là. Et ça permet de voir telle chose. Oui, mais parce qu'il y a une différence entre un individu qui agit et un ensemble d'individus qui vont dans la même direction. Donc, par exemple, je ne sais pas, comment vous expliquer, par exemple, s'il y a des milliers de gens qui sont morts en même temps, est-ce que c'est de chacun, c'est dans le thème de chaque personne, ou c'est un destin collectif c'est un destin collectif. Qui se surimpose au destin individuel? Voilà, il est certain que dans la plupart des victimes, il n'y a aucune indication de mort. Oui. Mais c'est ce qu'on appelle accidentel, et c'est soumis donc c'est hors du champ individuel. Parce que le champ individuel, il est quand même lié au collectif. Et si vous empruntez un engin, un avion, n'importe, alors que vous n'avez aucune indication d'accident, et que l'avion, lui, au contraire, indique un risque, eh bien, vous risquez les laisser avec ceux qui avaient des indications mortifères dans leur thème. Donc il ne faut pas mélanger l'individuel avec le collectif. Oui, vous faites partie maintenant des doyens de l'astrologie. Vous êtes de la même année que des gens, ou presque que des gens comme Jean-Pierre Nicolas, comme Michel Gauquelin qui est décédé. Il n'y a plus que notre ami Barbeau, là, qui est de 1921. Il est mort. Il n'est pas encore décédé, lui. Mais vous faites partie maintenant de la dernière, de la plus ancienne génération. Vous êtes un des doyens de l'astrologie française. Ça lui fait 8 ans depuis que moi, ça. Voilà, il est encore fringant, d'ailleurs. 86 ans, oui. Oui, 87 ans. Oui. Et donc, Barbeau, vous l'appréciez? Vous appréciez son travail par opposition à celui de Dan Martin? Parce que, vous savez, qu'est-ce que vous avez pensé vous avez suivi ce qu'il faisait depuis 40 ans, à peu près, les techniques, les théories qu'il a développées, oui, alors, l'histoire de 1989? Est-ce que vous avez été impressionné par son pronostic sur 1989, qui aurait correspondu à la chute du mur de Berlin, avec la conjonction Neptune-Saturne? En 89, j'ai pas été impressionné parce que moi-même j'avais indiqué à Charvet
Probablement. Non, c'est pas sur Destin International, pardon. Sur Destin International, à la demande de mon ami Michel Hermer, qui avait pris la suite de Suisse de ce journal, de cette revue, j'avais indiqué textuellement tournant décisif pour le communisme. Alors que Barbeau avait simplement dit tournant pour le socialisme. Oui. Alors moi je trouvais qu'il y avait une différence entre socialisme et communisme. Et comme Saturne et Neptune, qui représentent le socialisme, étaient dans le Capricorne, régi par Saturne, je ne voyais pas du tout le socialisme ébranlé. Par contre, Uranus, dans le Capricorne, était dans sa maison 12 du Verseau. Donc, et opposé à Jupiter qui me faisait penser aux écuries d'Augias, un voyage. Ce qui m'a surpris, c'est que je ne voyais pas de guerre, pas de conflit. Et j'avais même pensé à un mur d'incompréhension, sans penser Au mur. au mur de Verlaine. Voilà la différence, parce que l'astrologie n'est pas de la voyage. Elle explique, elle donne un climat, que ce soit sur le plan individuel, collectif ou météorologique. Voilà tout ce que je peux dire. Et vous ne pensez pas qu'on avait un peu exagéré en annonçant une guerre mondiale pour les années 80, tout ça Ça, c'est sûr qu'on a exagéré et ça ne fait pas des bons points, malheureusement, à l'astrologie. Et qu'est-ce que vous pensez de cette chère Elisabeth Tessier? Oh, celle-là. Je la verrais plutôt faire des confitures que de faire l'astrologie. En tout cas. Ah oui. Qu'est-ce qui lui manque? Elle a un problème? Elle travaille, enfin elle fait quelque chose quand même. Oui, mais elle se tombe souvent aussi. Ah oui, c'est ça, vous avez contrôlé tout ça. Elle se tombe souvent aussi. Mais les élections, vous avez parlé de l'élection américaine, ça c'était entre Bush et Gore, c'était très très disputé. Oui, mais c'est bien. Est-ce que l'astrologue peut arriver à dénouer des résultats aussi peu marquants quelque part? Mais le thème de Bush était beaucoup plus fort, à mon avis, c'est tout. Oui. D'accord. Et alors vous avez été également enseignant en astrologie, Oui. vous avez formé pas mal de gens dans la Oh oui, région. moi je l'ai formé. Je ne sais pas si vous alliez dans une maison des jeunes et de la culture, où est-ce que ça se passait? Oh non, ça se passait là, soit ici, soit des années ici. Il y a eu des années dans on appelle ça, c'est tenu par la mairie. Voilà. Ah, oui. Donc dans cette maison, il y a déjà pas mal de gens qui sont venus. Ah oui, voilà. Vous se formez à votre. Il y a eu pas mal, oui. Alors comment ça se passait cette formation? Et puis ces élèves, qu'est-ce qu'ils avaient? Est-ce qu'ils étaient sérieux? Est-ce qu'ils avaient une motivation? Qu'est-ce qu'ils avaient? Oui, ils avaient peut-être une fausse idée de l'astrologie au départ, je ne sais pas. Oui, ben, c'est-à-dire qu'ils avaient de bonne volonté de poursuivre, mais bon, bien souvent, les gens ne sont pas toujours maîtres de leur temps. Il y en a certains qui ont abandonné avec regret. Et puis moi-même, j'ai pas toujours été ici. Hein. J'ai fait des cours par correspondance alors que j'étais en Alsace, à Strasbourg ou bien même à Mulhouse. Donc j'étais un peu partout et... Vous voulez dire, mais c'est il y a longtemps ça, non? Hein? Quand est-ce que c'est votre période alsacienne? C'était quand? On met de 63 à 70. Oui. Et donc vous parlez d'une période quand même il y a quand même 45 ans ou plus de 40 ans. Non, mais depuis, vous avez quand même fait... Oui, bien sûr, oui. Oui, ça ne m'a rajeuni pas, ça. Non.
Mais donc le milieu astrologique, vous avez trouvé des interlocuteurs intéressants dans le milieu astrologique? Ah oui. Des gens avec qui vous avez pu travailler ou échanger Qu'est-ce que sûr. vous pensez des travaux de Michel Gauquelin, par exemple? Michel Gauquelin? Oui, les statistiques de Gauquelin. Vous trouvez que c'est quand même une contribution importante ou que c'est pas très significatif Moi, sa démarche, et je dirais qu'elle est primitive, parce que on ne tient pas compte d'une seule planète. C'est là le tort, hein, que Mars en œuvre ou en disface telle ou telle chose, mais ça ne dit pas le métier exact. Parce que Mars en œuvre, il peut faire le militaire, il peut faire l'industriel, il y a tout un le coiffeur, il peut faire beaucoup de choses, le dentiste, etc. Seulement, il y a une orientation qui peut être définie par rapport à une planète selon les autres, selon les aptitudes. D'ailleurs, toute étude sérieuse d'un thème commence par un plan animique, c'est-à-dire le caractère, un plan mental, un plan intellectuel ou spirituel. Voilà les trois plans. Et avec ces trois plans, on dégage les possibilités d'orientation. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai mon fils aîné, il m'a donné les fils à retordre, je ne savais pas comment l'orienter. Et je lui avais appris à faire du dessin industriel. Mais il avait une Vénus puissante en 4, qu'est-ce que c'est, Moutika? Puissante en 4, je me disais, il travaillera pour quelque chose de la maison. Mais pourquoi? Je ne voyais pas. Et bien ce monsieur s'est mis en études assez tardives et il est architecte d'intérieur. Il remplit le contrat de Vénus en 4. Mais au départ, c'était pas évident. Pas évident. Mais il avait ce côté artistique, et qu'il a toujours. Donc l'orientation professionnelle pour vous, c'est quand même pas, c'est pas un art facile. Non, c'est pas un art facile, il faut voir l'ensemble. Oui. D'accord. Et alors, là, côté maladie, ça vous intéresse l'astrologie médicale? Oui, l'astrologie médicale. Ah oui. Alors là, j'ai le seul auteur que j'ai trouvé à peu près valable, c'est celui de Maurice Pack. Oui. Et pourquoi il est plus valable que les autres, à votre avis? Il s'y connaissait plus ou bien... Ben, parce que j'ai contrôlé. Pour juger de œuvre, il faut contrôler. Si tel et tel aspect donne tel résultat, je dis, bon, ce qu'il dit est valable. Si ça ne donne pas une fréquence valable, c'est plus valable. Or, les indications des uns et des autres, jusqu'à maintenant, c'était attiré par les cheveux. C'était pas sûr. C'est pas du sûr. Donc, lui, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir, jusqu'à quel point on peut prévoir, si on compare météorologie et médecine, alors, on peut prévoir les maladies ou les difficultés de la personne, mais il faut quand même faire appel à des connaissances médicales. Il faut faire appel à des connaissances médicales et bien connaître le milieu héréditaire de la personne. Parce que l'hérédité, ça joue un point énorme sur les capacités de résistance. Deux personnes peuvent avoir le même thème et n'auront pas, auront les mêmes maladies, mais l'une s'en sortira plus facilement que l'autre, parce que l'hérédité est plus forte. Si vous avez par exemple une personne qui a des parents plus ou moins malades, mais bien quel est le thème de notre personne, elle sera plus fragile que l'autre. Oui. Ça vous intéresse ce sujet, l'astrologie médicale? Oui, ça m'intéresse, mais je ne suis pas du niveau suffisant pour tout saisir.
Voilà ce qui est le problème. Vous croyez par exemple qu'aux correspondances entre les signes zodiacaux et les parties du corps, des choses comme ça, Ah, absolument. qui sont Absolument. débilités par les planètes négatives Absolument. Bon, ça c'est. Et donc finalement, il y a tout. La tradition, il faut la prendre telle qu'elle est, en fin de compte, en vous entendant, ou est-ce qu'il faut la revoir? Il est à revoir, c'est-à-dire prendre le bon de ce qu'il y a, Oui. et puis élaguer les mauvaises branches. Oui. C'est ce que j'ai fait. Et alors, qu'est-ce qui a été élagué, justement, qu'est-ce qui doit être élagué? Eh bien, élaguer, c'est l'histoire répandue de l'aspect d'une planète à une autre, sans l'aspect contraire. Comme je vous disais, ah oui, d'accord. Saturne, Mars. Ah oui. Bon, après, le rôle des planètes natales quand elles passent en transit. Par exemple, le cas de Jospin avec Jupiter natal au Capricorne, passant au moment d'une élection en conjonction au Soleil et dans son signe de l'exaltation, qui est exalté, la chute. La chute a été exaltée. Donc, c'est des choses comme ça. Oui. Qui m'ont permis de voir ce qu'il y avait de bon dans la tradition conservée, puisque l'actualité moderne. Hein. Pour revenir à la médicale, est-ce qu'on peut prévoir, pour parler un peu des prévisions, on peut prévoir quand une personne aura une maladie, alors vous préconisez-vous les transits, est-ce que vous utilisez les directions, est-ce que vous utilisez des méthodes de direction, ou uniquement les transits? Non, je prends les transits. Les directions primaires, vous étiez Je prends les transits, révolution solaire, révolution lumière. Ah oui. Vous n'êtes pas un utilisateur de toutes sortes, de quelques systèmes de direction que ce soit. Je trouve que c'est empirique, ça n'a rien de scientifique. Voilà, c'est surtout ça. C'est des analogies, c'est des fictifs. Or, si on veut obtenir le maximum de résultats, bien, il faut partir de principes astronomiques, donc réels, que sont la révolution solaire et la révolution lunaire. Et les transits planétaires. Les transits à condition qu'ils répètent. Parce que, comme je me suis rendu compte, c'est que vous avez par exemple un trigone, un carré Mars-Jupiter, la Terre natale. Eh bien, chaque fois qu'il y a un sextile entre ces deux planètes ou un trigone, c'est pas à traduire dans un facteur chance. Au contraire, le sextile et le trigone sont des aspects de facilité qui faciliteront la signification de l'aspect natal, du carré. Et ça échappe à beaucoup. Ça peut au contraire aggraver les choses. Ah oui. Inversement, lorsque vous avez un bon trigone qui va natal et qui va être réitéré sous forme d'un carré d'opposition, eh bien ça sera bon parce que ça fera avancer les choses. C'est la force du carré d'opposition. Voilà. Donc pour vous, les carrés d'opposition, c'est des éléments importants et puissants. Ah ben oui, j'y répète un aspect natal. Alors, je voudrais vous poser une question que je pose souvent à pas mal de mes amis astrologues. Est-ce que l'astrologie vous a aidé dans votre vie personnelle à mieux comprendre comment les choses se passaient, oh oui, oh là là. À vous préparer à certaines échéances? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce que on dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et parfois, on a l'impression que les astrologues, ils en font pour les autres, mais pour eux-mêmes, finalement, ils sont parfois un peu pris au dépourvu. Il faut dire aussi que j'ai cet avantage d'avoir commencé à m'occuper de l'astrologie, j'avais 16 et 17 ans. Hein, oui. 14, tu as commencé. Oui, 14, mais enfin... C'était pendant la guerre, en fait, à la fin de la guerre, en 1943. Et justement, cette fameuse guerre mondiale, est-ce que vous l'expliquez comment, la Seconde Guerre mondiale, astrologiquement? Le 14 hein? Non, celle de 40. T'en es en 41. Justement, même celle de 14 aussi, d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a des similitudes sur le plan astrologique entre 14 et 40 Enfin, comment vous les reliez, ou les comparez, ou les opposez, ces deux guerres, avec votre grille astrologique? C'est tout à fait différent, parce que en 14, ça a été déclenché par un assassinat politique en Autriche. Enfin non, enfin par l'archiduc d'Autriche, mais c'était à Sarajevo. Tandis que celle de 39-45 a été faite par l'ambition d'un homme qui voulait être maître du monde, donc à prendre toute l'Europe et puis le reste du monde. Ce n'est pas pareil, c'est deux psychologies tout à fait différentes. D'accord. Et ça s'explique donc par des configurations qui ne sont pas les mêmes. Ah, les configurations ne sont pas les mêmes. Mais les facteurs Mars-Uranus sont très puissants. Dans les deux cas. Dans les deux cas. Ah d'accord. Et d'ailleurs, il y avait, je ne sais pas si vous avez entendu parler, un célèbre astrologue du Tigre de Georges Clemenceau, qui avait écrit à Georges Clemenceau, lisant depuis 14 jusqu'à fin 19, tout ce qui allait se passer. Oui. Et il a dit qu'après les premières défaites de 14, 1916 allait être le déclin de l'Allemagne. Et effectivement... C'était après Verdun. Après 1916, 17, 18, les Allemands ont été obligés de faire de l'armistice. Mais enfin, ils ont quand même eu une bonne période en 1917, quand les Russes ont été obligés de conclure la paix. Oui. Ils ont été obligés donc il n'y avait plus qu'un seul front à ce moment-là. Oui, bon, d'accord. Et alors vous voyez un peu comment les 15 prochaines années, comment... On parle beaucoup de 2012 parce que ça correspond au calendrier Maya, je ne sais pas quoi, enfin bon, il y a quand même pas mal d'astrologues dans le milieu astrologique qui mettent en avant la prochaine décennie comme étant très dangereuse. Vous allez dans ce sens-là, ou bien pas tellement? Oui. Ou bien ça ne vous a pas intéressé? Si, mais enfin, disons que je mets quelques réserves. C'est surtout, moi, ce que je crains, c'est pas tellement les conflits. Il y en a toujours, il y en aura, vu de plus en plus de la surpopulation mondiale. Mais ce que je crains, c'est surtout les conditions météorologiques qui me semblent catastrophiques, de plus en plus catastrophiques. Vous êtes marqué par l'écologie, quelque part? Je ne sais pas si je ne me traite pas par écologique, mais je suis dans la nature, pour ainsi dire. Moi, je crains que... Vous voyez, le problème qu'il y a eu aujourd'hui, enfin ces jours-ci, en Birmanie, il peut se répéter, surtout aux États-Unis, dans les régions surpeuplées. Parce que pourquoi? Les États-Unis, ils n'ont jamais rien voulu faire pour diminuer l'effet de serre. Et ils construisent pour faire du pognon. Le résultat, il y a des inondations catastrophiques d'année en année, et de plus en plus fortes. Il y a eu l'histoire de la Nouvelle-Orléans. Hein? Il y a eu le cyclone de la Nouvelle-Orléans. Ah, oui. Tu veux un peu d'eau? Oui, tiens. Ah oui, ça vous ferait bien pour parler. Donc, vous venez un peu à cette... vous pensez que c'est plus grave que les guerres, en fait. Ah oui. C'est un phénomène qui... Qu'est-ce qui pourrait se passer de si catastrophique pour l'humanité? Comment ça serait des tsunamis, c'est ça? Des choses comme ça? Les tsunamis, oui, mais c'est surtout des inondations catastrophiques de régions qui sont en dessous du niveau de la mer. Et là, par exemple, là, dans cette région-là où on est, c'est particulièrement exposé, là, à Bordeaux? Non. Pas spécialement? À Bordeaux, non. À Arcachon, Arcachon, non? Un peu Arcachon jusqu'à peut-être Marcheprime, mais c'est pas évident. Non, c'est surtout les basses côtes de Hollande. Ah oui, bah oui, le polder, tout ça, oui, c'était les Pays-Bas. Et puis, même l'Angleterre,
Et alors, surtout, les pays, l'Indonésie et le Japon, où il y a un risque assez important de réveil de séisme, de secousse sismique. Parce que de plus en plus, la croûte interne terrestre accentue le déplacement des plaques tectoniques. Alors quand une plaque tectonique se cogne contre une autre, il en résulte un séisme. Et là aussi, les séismes peuvent être... Mais ça, c'est pas par l'astrologie que vous dites ça. C'est pas forcément par l'astrologie. Si, parce que... Vous savez, il y a un phénomène assez important qui est peut-être pas perçu complètement par les astrologues, c'est les positions, la marche de Pluton. Oui. Or, Pluton est actuellement en Capricorne, un signe de terre où il est très fort, il partage son exaltation avec Mars. Et il bouleverse tout ce qui est à la tête des gouvernements. Le Capricorne, les 10, c'est le gouvernement, c'est l'autorité. Il est en train de bouleverser tout ça. Oui. C'est pour ça que je mets des réserves sur la durée, je dis bien, je précise bien, sur la durée du mandat de notre actuel président de la République. Monsieur Nicolas Sarkozy? Oui. Oui, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, être renversé, obligé de missionner. À cause de quoi? Voilà. Mais ça n'est plus dans l'écologie, là, on est quand même dans la... À cause d'une situation oui. sociale catastrophique. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la bonne volonté, comme il a voulu, mais de raisonner, de savoir que la France n'est pas isolée, Et oui. et qu'on dépend malheureusement du dollar. Si on avait écouté le pauvre de Gaulle, en indexant sur l'or, il n'y aurait pas tant de misère actuellement. Je peux vous le garantir, comme j'ai 5 doigts dans la main. Mais on n'a pas écouté. Donc, je change un peu de sujet. Enfin, vous êtes déjà intéressé aux étoiles fixes dans votre travail aux étoiles fixes? Sur les fixes? Non, les étoiles fixes. Ah, les étoiles fixes, non. Vous les avez de côté oui. Parce qu'elles sont pas dans le système solaire, c'est ça? Oui, elles sont trop éloignées pour agir d'une façon efficace comme les plus proches. On fait partie d'un système. D'ailleurs, un système, c'est ce que j'ai dit une fois à un astronome, un de mes amis. Il dit, monsieur, vous êtes dans l'erreur totale. Oui. Parce que vous pensez que, parce qu'il y a de l'eau dans l'espace, etc., qu'il peut y avoir une autre vie. Mais moi, je vous dis que non, ce n'est pas possible. Parce que la nature crée l'unité dans sa diversité. Mm-hmm. Si vous avez des frères et des sœurs, je regrette, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont identiques à vous. Même au niveau moléculaire, au niveau sang, au niveau tout ce que vous voudrez, c'est pas pareil. Pourtant, les origines sont les mêmes, père et mère. Donc c'est pareil. La formation des étoiles, des planètes, est individuelle et n'est pas répétitive. L'univers est créé dans l'université et pratique l'université dans la diversité. Le flocon de neige, il n'y en a aucun semblable sur les milliards de flocons de neige. Et alors, la fameuse affaire des ères précessionnelles, alors, qu'est-ce que vous en pensez? L'ère du Verseau, tout ça, c'est sérieux? On peut dater? Ça correspond à quelque chose pour vous? Là, c'est un outil d'exploitation. C'est impossible à dater, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de chose de référence. Et que les constellations sont fictives. Elles peuvent partir d'une étoile à une autre, elles peuvent prendre divers noms. On appelle la casserole, la brouette. Il y a des tas d'orientation de ces constellations qui ne sont pas des éléments valables. Et puis,
Quand vous voyez les constellations qui se trouvent à 63 degrés de latitude, c'est loin, ça fait des milliards de kilomètres. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il ne peut pas y avoir de vie humaine ou animale, végétale, ailleurs que sur Terre. Maintenant, il n'est pas dit que lorsque la Terre, comme d'autres planètes, viendra à disparaître, que la vie surgisse sur une planète dans notre système solaire. Ça, c'est sûr et certain. Mais il n'y a pas deux fois la vie. Regardez notre système solaire. Nous avons Vénus, elle a été trop chauffée par le soleil. Mars, il y a eu un début d'eau, mais vite, ça s'est évaporé. Mars a perdu rapidement son atmosphère, et comme il était très riche en fer, le fer a absorbé l'eau, a roulé, a fait des roches rocheuses, des ferrugineuses. Donc voilà, deux voisines où la vie aurait pu se faire et elle n'était pas faite. C'est un sujet de réflexion. Par contre, au-delà, eh bien, Jupiter, c'est une planète ratée et une étoile ratée. Où il y a le gaz, il n'y a pas de matière comme sur la Terre, comme sur Mars ou sur la Lune. C'est une boule de gaz. Saturne, c'est pareil, mais recouvert de glace, et l'autre planète pareil. Là aussi, à propos de planètes, où je tique, oui, c'est que l'on dise planète Saturne, planète lourde, planète lente. Mais bon, ça, je me demande si le plus grand champion de course à pied, s'il devait suivre à la course Saturne disparaîtrait, il resterait sur place. Parce que tout est relatif à l'orbite que fait la planète. Évidemment, plus l'orbite est longue, plus il aura le temps à faire son armée. Il faut 370 jours, 5 heures, 49 minutes pour la Terre, pour un an. Il faut 225 jours pour Vénus. Il faut 684 jours pour Mars, etc. Bon. Tout est relatif. Est-ce que vous pensez que les aspects, il y a des gens qui ne considèrent que les aspects où il y a la même latitude, par exemple, les conjonctions, est-ce que... La même latitude? Oui, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas deux planètes peuvent avoir la même longitude, mais pas la même latitude, par exemple. Elles ne sont pas vraiment conjointes, en fait. Elles sont au même niveau, mais pas conjointes. Elles sont fortes, puisque si elles sont sur la ligne des écliptiques à 0 degré, oui, toutes les deux, même sans être en aspect, elles sont fortes. Voilà, c'est ça. Voilà, plus une planète est proche de l'écliptique, plus elle agit. Et alors, une question sur laquelle on discute beaucoup actuellement, enfin, c'est les hommes et les femmes. Est-ce que vous tenez compte dans votre consultation ou dans le thème du fait que la personne est un homme ou une femme? Absolument, bien sûr. Bien sûr, parce que l'homme est représenté par Mars et le Soleil, et la femme par Vénus et la Lune. Là, il y a le yin et le yang. Oui. Et donc, le côté féminin, les signes, et le côté masculin. Comme une parlementaire. Prenez par exemple le bélier, bon, il a telle et telle structure psychologique, le taureau en a aussi, eh bien, que va apporter le bélier par rapport au taureau? Il va lui apporter l'énergie. Et le taureau par rapport au bélier va lui apporter plus de maîtrise, plus de fixité. D'accord. Etc. Tout se suit, toute la chaîne de l'acte se suit. Bon, c'est quand même pas une carrière très facile, l'astrologie. Enfin, je veux dire, c'est quand même un petit peu ingrat par certains côtés. Ah, c'est sûr, c'est pas.
D'autant plus que c'est pas reconnu officiellement comme métier, comme occupation. C'est dommage d'ailleurs. Parce que on reconnaît par exemple la graphologie. Il y a des graphologues auprès du tribunal. Oui, mais on ne leur demande pas de prévoir le caractère d'une personne. C'est plutôt pour identifier les documents. Oui, mais aussi pour les caractères d'une personne. Ah, aussi. Ah, oui, Maurice Charvet, graphologue, vous savez, auprès des tribunaux. Ah ouais, je sais pas. Ah oui, il s'occupe de graphologie très sérieusement. Bon, toujours dit que... Donc elle n'est pas reconnue, c'est ça? Elle n'est pas reconnue, alors que l'astrologie, sur le plan analyse psychologique, me paraît supérieure à la graphologie. Ah oui. Parce que la graphologie va traduire le caractère du moment. Si vous êtes calme ou nerveux. Hein. Mais elle ne l'ira pas avant ni longtemps après. C'est-à-dire que l'astrologie peut dire les tendances innées, puis à 5 ans, 10 ans, il y a tout un tas de choses qu'elle fait grâce avec les thèmes annuels. Donc, il y a... Bon. Et, secondairement, dans une chose juridique, oui. Bien souvent, il y a des erreurs, malheureusement, beaucoup, où les innocents sont accusés sont victimes. Or, si on compare les thèmes de la victime, du présumé coupable et de la date à laquelle ça s'est fixé, Ouais. eh bien, moi, astrologiquement, je dis, il est facile de savoir s'il est ou non l'auteur, s'il est coupable. Oui. On peut identifier le coupable dans un... Ah, oui, et ça éviterait bien des erreurs. Ah oui. Donc l'humanité se prive de quelque chose. Ah oui, absolument. Elle se prive de connaissances. Et on n'est pas arrivé à faire changer d'avis. Ah, mais c'est sûr. Ah, Donc, oui, les astrologues n'ont pas su trouver les arguments qu'il fallait pour qu'elles soient mieux utilisées. les arguments. C'est difficile à convaincre quelqu'un qui a des idées préconçues. Oui. Or, la plupart des gens en place